Les temps difficiles ont toujours enseigné des leçons inoubliables sur l'art de faire durer les repas quand l'argent vient à manquer. Nos grands-parents et arrière-grands-parents américains ont traversé certaines des pires périodes de l'histoire. La Grande Dépression, les guerres mondiales et de nombreuses crises économiques. Durant ces époques, leur créativité et leur sens de la survie ont été mis à rude épreuve. Les repas qu'ils ont inventés allaient bien au-delà de la simple survie. Ils sont devenus des rituels familiaux, des souvenirs chaleureux transmis de génération en génération jusqu'à devenir le cœur de nombreuses traditions. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous redécouvrons ces dîners oubliés, préparés par des gens simples mais pleins de ressources. Des plats que vous auriez aimé connaître bien plus tôt. Ragoût de champignons sauvages. Quand faire les courses était un luxe que tout le monde ne pouvait se permettre, la nature offrait ses propres cadeaux à ceux qui savaient les découvrir. Nos grands-parents, à force d'expérience et d'observation, savaient distinguer les champignons comestibles parmi les broussailles. Ils les ramassaient précieusement dans les bois voisins, guidés par un savoir ancien transmis comme un secret de famille. Savoir différencier un champignon nourrissant d'un autre potentiellement mortel était souvent une question de survie. Ce savoir ne s'apprenait pas dans les livres, mais au lever du jour, à côté d'une mère ou d'un grand-père, sur des sentiers délaissés. Avec ces champignons, ils préparaient des ragoûts riches en goût et en caractère, bien que pauvres en calories. Ils utilisaient tout ce qu'ils avaient sous la main, oignons cultivés au jardin, pommes de terre gardées dans des sacs de jute, carottes tordues, mais croquantes. De ces ingrédients modestes naissait un bouillon terreux et réconfortant, capable de réchauffer corps et âme durant les hivers les plus rigoureux. Un repas gratuit dont l'unique investissement était le temps, le savoir et une connexion intime à la terre. Avec l'urbanisation, cette sagesse a commencé à s'éteindre. Le tumulte de la ville a remplacé les murmures de la forêt, et les gens ont cessé de chercher leur nourriture au sol. Les connaissances sur les champignons finissaient enfermées dans des carnets écrits à la main avec croquis détaillés et mentions précises comme « ne pas cueillir après la pluie ». De véritables trésors intellectuels familiaux, transmis comme des reliques. La cueillette était aussi une activité communautaire et pédagogique. Les enfants y apprenaient la patience, le respect de la nature, l'observation, et surtout, ils se connectaient à des pratiques anciennes, parfois centenaires. Il ne s'agissait pas seulement de chercher à manger, mais de faire vivre un héritage silencieux, puissant et résilient. Gravy à la mortadelle sur pain grillé. Quand la viande venait à manquer et que chaque centime comptait, les familles savaient transformer les ingrédients les plus modestes en festin. La mortadelle, bien plus abordable que d'autres viandes, devenait une alliée de poids. On en tranchait de belles rondelles que l'on faisait frire jusqu'à ce que les bords se recourbent et prennent une belle teinte dorée. Ce crépitement dans la poêle était une musique magique. Aussitôt entendu, les enfants accouraient, les yeux brillants, sachant qu'un repas spécial était en préparation. Puis venait l'astuce, saupoudrer de la farine directement dans le gras fondu de la mortadelle, créant un roux rapide et parfumé. On ajoutait ensuite lentement de l'eau ou du lait, en remuant sans cesse avec une cuillère en bois usée jusqu'à obtenir une sauce épaisse et onctueuse. Ce gravy salé était ensuite versé généreusement sur des tranches de pain fait maison, souvent cuit dans la même cuisine où se forgeaient les leçons de résilience. Le pain absorbait les jus, chaque bouchée était une explosion de saveurs mêlée à l'histoire. Ce plat ne se contentait pas de rassasier. Il nourrissait les souvenirs. Pour beaucoup de grands-parents, il reste un incontournable, non par nécessité mais par nostalgie. Une façon de revivre brièvement ces jours durs mais remplis de chaleur où l'on cuisinait avec amour, astuce et la conviction qu'avec presque rien, on pouvait créer quelque chose de vraiment savoureux. Sandwich aux haricots. À une époque où la viande était un luxe inaccessible pour la plupart, les protéines arrivaient sous forme de haricots. Non seulement ils étaient bon marché, mais aussi polyvalents, durables et nutritifs. Préparés en grande quantité pendant le week-end, ces légumes secs devenaient le cœur de nombreux repas familiaux. L'un des usages les plus simples, mais aussi les plus ingénieux, était d'en faire des sandwichs. On écrasait les restes à la fourchette, on les tartinait sur du pain, parfois rassis, parfois tout juste sortis du four,
et on les assaisonnait avec ce qu'il y avait. Un filet de vinaigre, du sel, du poivre ou quelques gouttes de sauce piquante, surtout si des piments poussaient dans le jardin. Pour ceux qui travaillaient de longues heures dans les champs, sur les chantiers ou dans les usines, ce sandwich représentait une source fiable d'énergie. Il permettait de tenir sans distraction dues à la faim, un atout essentiel quand chaque minute de travail comptait. Certains y ajoutaient des oignons hachés, des cornichons ou, les bons jours, une fine tranche de fromage si le budget et le frigo le permettaient. Ces haricots n'étaient pas seulement nourrissants, ils transmettaient des leçons précieuses d'économie domestique. Il fallait les faire tremper toute une nuit, les cuire lentement pendant des heures, et les réutiliser sous différentes formes tout au long de la semaine. Les repas étaient soigneusement emballés dans du papier ciré ou des feuilles de journaux recyclées, car même l'emballage devait être utilisé jusqu'au bout. Le craquement du papier au moment du déjeuner faisait partie du rituel. Ce geste anodin portait une philosophie simple mais puissante. Rien ne devait être gaspillé, tout pouvait avoir une seconde vie. Dans les foyers modestes, les haricots étaient bien plus qu'un aliment. C'était le pilier silencieux de journées d'efforts et d'espérance. Il nourrissait les corps et enseignait des valeurs, sans jamais prononcer un mot. Gâteau à l'eau. Même dans les pires périodes de l'histoire, quand les placards étaient vides et l'espoir rare, les familles ne renonçaient pas au dessert. Le fameux gâteau à l'eau peut sembler une absurdité, voire une blague cruelle, mais pendant la Grande Dépression, il représentait un véritable miracle culinaire. À partir d'une pâte simple, faite avec les moyens du bord, on versait un mélange basique d'eau, de sucre, de farine, de beurre et d'une touche de vanille. Et l'impossible se produisait au four. Ce liquide se transformait comme par magie en une garniture douce, onctueuse, entre flan et pudding, qui faisait sourire tous ceux réunis autour de la table. La magie de ce dessert ne résidait pas dans l'abondance, mais dans son humilité. Les familles pouvaient économiser des semaines pour acheter juste assez de sucre, ce qui faisait de la préparation de ce gâteau un véritable événement. Un petit festival familial où le sucré triomphait de l'amertume de la réalité. Les recettes étaient écrites à la main sur des fiches tachées de farine avec des annotations pleines d'adaptation et d'ingéniosité. 6 pas de beurre, utilisez de la margarine. Ajoutez de la cannelle si grand-mère en apporte. Les enfants observaient, fascinés, leur mère verser de l'eau dans une pâte vide et découvrir quelques heures plus tard quelque chose de chaud, sucré et délicieux sortir du four, comme par enchantement. Pour eux, ce gâteau n'était pas qu'une douceur, c'était de l'espoir cuit au four. Ce dessert, aussi modeste que miraculeux, prouvait que même dans la pauvreté la plus dure, on pouvait encore créer un instant de joie, un moment où la douceur, même infime, réussissait à vaincre la pénurie. Spaghetti au beurre. Quand il n'y avait ni viande, ni sauce tomate, ni même un morceau de fromage dans le garde-manger, une simple poignée de spaghettis pouvait faire la différence entre une nuit de faim et un dîner réconfortant. Cuit juste à point, ni trop mou ni trop ferme, et mélangé à une cuillerée de beurre ou plus souvent de margarine, ce plat nourrissait des familles entières pour quelques centimes seulement. C'était la magie de la simplicité, de la farine, de l'eau, un peu de graisse et beaucoup d'ingéniosité. Parfois, on ajoutait une pincée de sel ou, les jours fastes, un soupçon de fromage râpé, soigneusement conservé dans une boîte métallique bien cachée dans le fond du réfrigérateur. Pour les enfants, ce dîner se transformait en un petit jeu. Enrouler les longs fils de pâte autour de la fourchette, rivaliser pour faire la plus belle spirale ou essayer de manger sans se salir. Pour les parents, c'était une solution née de la nécessité, mais qui apportait un certain soulagement. Voir leurs enfants manger, sourire, se régaler, même avec un plat aussi modeste. Les mères, véritables alchimistes de la pénurie, gardaient bien souvent les restes de beurre du petit déjeuner, raclant même les bords des emballages. Ces restes s'accumulaient tout au long de la semaine dans un petit récipient en métal, réservé pour le dîner de pâtes. Cette prévoyance silencieuse faisait partie de l'art de survivre. Rien n'était gaspillé. Même l'eau de cuisson des pâtes était réutilisée le lendemain comme base de soupe, tirant profit de l'amidon et des nutriments encore présents. Dans certains foyers, surtout ceux où subsistait une tradition européenne, le plat était servi dans de la belle vaisselle, avec un peu de persil du jardin, finement haché.
car la présentation, même dans la pauvreté, pouvait transformer l'humble en honorable. Ce plat ne se contentait pas de nourrir. Il rappelait, enseignait, reliait. Il était un fil entre générations, un souvenir de résilience et un hommage au génie quotidien. Soupe au pain. Dans les foyers où le garde-manger ne laissait guère place à l'espoir, la créativité devenait l'outil le plus précieux. Le pain rassis, que d'autres auraient jeté sans y penser, se transformait en ressource vitale. La soupe au pain commençait avec des morceaux de pain dur, certains de quelques jours, d'autres d'une semaine, plongés dans de l'eau chaude ou mieux encore, dans un bouillon léger à base d'os ou de restes de légumes. Peu à peu, le pain se ramollissait, redonnant au plat une texture douce, presque crémeuse, qui se transformait en un repas chaud, nourrissant et profondément réconfortant. Le goût de cette soupe dépendait uniquement de l'improvisation et de ce qu'on avait sous la main. Une gousse d'ail finement hachée, du sel, du poivre, des herbes séchées suspendues dans la cuisine, ou un filet d'huile d'olive dans les foyers d'origine italienne, ou de la graisse de porc dans les zones rurales américaines, suffisait à transformer pain et eau en un dîner complet. Ce petit filet de matière grasse n'apportait pas seulement de la saveur, il était essentiel pour fournir les calories nécessaires à l'énergie du lendemain. Mais cette recette n'était pas qu'un repas, c'était une leçon. Elle prouvait qu'avec le plus basique, on pouvait créer quelque chose de nutritif et de chaleureux. Une leçon vivante d'humilité et de sagesse. Chaque culture avait sa propre version. Papa al pomodoro en Italie, sopa de aglio en Espagne, soupe au pain en France. Et bien que les recettes variaient, le message restait le même. Avec de la créativité, de l'entraide et un peu de patience, même les restes pouvaient devenir un festin. Et ces soupes étaient souvent partagées. Les femmes du quartier échangeaient conseils et secrets. Ajoute un peu d'oignon caramélisé. Utilise l'eau de cuisson des pommes de terre, elle est plus épaisse. Autour des fourneaux, dans ces discussions pleines d'astuces, naissait bien plus qu'une recette. On tissait des liens, on cultivait la certitude que, malgré tout, personne n'avait à affronter la pénurie seule. Sauce aux œufs. Lorsque les poules du jardin laissaient leurs précieux cadeaux dans le poulailler, les familles savaient qu'elles avaient entre les mains bien plus qu'un simple œuf. Elles tenaient la clé pour nourrir plusieurs personnes avec un seul ingrédient. La sauce aux œufs relevait du miracle domestique. Avec 1 ou 2 œufs, un peu de graisse et de la farine, on pouvait créer un plat qui semblait bien plus généreux qu'il ne l'était en réalité. C'était une recette simple mais exigeante, transmise de mère en fille, de grand-mère en petite-fille, comme un secret de survie empreint de dignité. Tout commençait par chauffer de la graisse, souvent du saindoux, fait maison, ou les restes de graisse de bacon du petit déjeuner, dans une poêle noircie par les années d'usage. On y ajoutait de la farine et on remuait sans relâche, formant un roux doré. L'étape suivante demandait de la patience. On incorporait lentement de l'eau ou du lait jusqu'à obtenir une sauce épaisse mais lisse. Et la magie survenait à la fin. Les œufs, battus à part, étaient inversés en filets fins dans la sauce chaude mais non bouillante. S'ils étaient ajoutés avec soin, ils se transformaient en filaments brillants et soyeux dispersés dans la sauce, lui apportant goût, texture et une apparence bien plus sophistiquée que les ingrédients ne le laissaient supposer. Servis sur du pain grillé, des biscuits salés faits maison ou même des pommes de terre bouillies, cette sauce procurait satiété et réconfort pour une fraction du prix de n'importe quel autre plat protéiné. Mais la technique demandait de la précision. Une température trop élevée et les œufs devenaient des grumeaux. Bien exécutée, la sauce était douce, savoureuse. Un vrai chef-d'œuvre de savoir-faire. Les enfants participaient avec entrain. Ils comptaient les filaments jaunes, identifiaient l'œuf qu'ils avaient ramassé ce matin-là, et fêtaient les sauces parfaitement réussies. Ainsi, chaque repas se liait aux tâches du foyer. Nourrir les poules, ramasser les œufs, puis voir cet acte quotidien se transformer en un plat réunissant toute la famille autour de la table. Une leçon silencieuse mais profonde. L'effort partagé porte toujours ses fruits, choux et nouilles. Le chou était un véritable trésor pendant les mois froids. Sa capacité à se conserver pendant des semaines, voire des mois, lorsqu'il était entreposé dans des caves fraîches ou dans des barils de saumure, en faisait un pilier de l'alimentation hivernale. Et lorsqu'il était combiné à des nouilles maison, il devenait l'un des dîners les plus copieux et réconfortants du répertoire familial.
Dans de nombreux foyers d'immigrants d'Europe de l'Est, ce plat, connu sous le nom de halouski, évoquait le foyer, les racines, la résistance. Le chou était soigneusement émincé, feuille par feuille, puis longuement mijoté dans de la graisse jusqu'à ce qu'il devienne tendre et prenne un goût légèrement sucré. Parfois, on ajoutait un peu d'oignon ou des graines de carvi pour un parfum distinctif. Pendant ce temps, on préparait des nouilles aux œufs, souvent faites maison. Pétrir la pâte, l'étaler avec un rouleau en bois hérité, la découper en lanières épaisses ou fines selon la tradition, tout cela devenait une activité familiale, surtout le week-end. Il n'était pas rare que 3 générations se réunissent autour de la table pour confectionner les pâtes, tout en partageant les histoires du vieux pays. Le résultat final était un plat simple, certes, mais chargé de sens. L'arôme remplissait les appartements des quartiers ouvriers, s'infiltrant jusque dans les rideaux et les murs, aussi familier que le nom de famille lui-même. Bien que certains enfants aient pu avoir honte de l'odeur sur leurs vêtements, au fond, ils savaient que cette odeur représentait quelque chose de précieux. La capacité de leur mère et grand-mère à transformer le peu en délicieux. Dans de nombreuses familles, le halouski n'était pas seulement un dîner, c'était une identité. Ce plat avait une vertu unique. Il unissait les générations. C'était une recette qui avait traversé les océans, s'était adaptée au nouveau monde et avait survécu à la pauvreté sans jamais perdre son essence. Chaque bouchée portait en elle de l'histoire, de la mémoire et un soupçon d'espoir. Une preuve que, même dans l'adversité, il restait une place pour ce qui est bon, partagé et profondément humain. Salade de pissenlit. Parfois, la nourriture la plus riche en nutriments poussait juste devant la maison sans coûter un centime. Ce que beaucoup arrachent aujourd'hui comme de la mauvaise herbe était autrefois une ressource vitale pour survivre. Les feuilles vertes et dentelées du pissenlit représentaient une source essentielle de vitamines et de minéraux, surtout après l'hiver, quand les corps affaiblis avaient besoin de reprendre des forces. Les familles envoyaient les enfants avec des sacs en papier brun ou des paniers tressés, non seulement pour récolter, mais aussi pour apprendre. Apprendre à reconnaître les bonnes feuilles, à respecter la nature et à comprendre que la terre offrait ses cadeaux à ceux qui savaient l'observer attentivement. De retour à la maison, le lavage des feuilles devenait un petit rituel familial. Elles étaient soigneusement rincées plusieurs fois, pour enlever toute trace de terre ou de petits insectes pendant que l'on échangeait des histoires et des conseils sur la cueillette. L'assaisonnement était aussi simple que la récolte. Du vinaigre fait maison, une pincée de sucre pour équilibrer l'amertume, et si la chance était de la partie, un filet de graisse de bacon ou une cuillerée de beurre fondu. Lors d'occasions spéciales, on ajoutait un œuf dur haché, l'un des rares que les poules du jardin avaient pondu au printemps. Chaque ingrédient était une célébration. Cette salade, à coût zéro, offrait bien plus que de la nutrition. C'était une leçon de botanique pratique, un héritage de savoir, un lien direct avec la terre et avec les générations passées qui avaient connu des temps tout aussi, voire plus difficiles. De façon surprenante, beaucoup de ceux qui ont grandi avec cette salade ont développé une véritable affection pour son goût amer, presque sauvage. Des années plus tard, alors qu'ils pouvaient s'offrir de la laitue du supermarché, ils continuaient à préférer le pissenlit. Non seulement pour le goût, mais pour ce qu'il représentait. La résilience, le savoir transmis, et une enfance modeste mais pleine de sens. Sandwich au ketchup. Quand le garde-manger était pratiquement vide, quand il ne restait ni viande, ni fromage, ni même des haricots, un repas aussi simple que du pain avec du ketchup pouvait faire la différence entre la faim et quelque chose à se mettre sous la dent. Il suffisait de 2 tranches de pain, un peu de ketchup étalé à la cuillère et peut-être, avec un peu de chance, une pincée de sucre pour adoucir l'acidité. Pour les adultes, préparer cela était un acte désespéré, un symbole douloureux de l'ampleur de la pénurie. Mais pour les enfants, avec leur imagination intacte, c'était une étrangeté douce et savoureuse. Certains faisaient semblant que c'était de la vraie sauce tomate, d'autres imaginaient qu'il s'agissait d'un hamburger sans viande. Beaucoup ne savaient même pas qu'ils mangeaient un substitut improvisé.
Pendant ce temps, leurs parents récupéraient les sachets gratuits de ketchup dans les cafétérias, les food trucks ou les soupes populaires et les conservaient précieusement pour les jours les plus durs. Ce qui étonne le plus, c'est que ces enfants, devenus adultes, avec leur propre famille, se préparaient parfois à nouveau ces sandwichs au ketchup. Non par besoin, mais par mémoire. Ils ne cherchèrent pas le goût, mais le réconfort. Car ce petit encas, si modeste soit-il, était chargé d'amour et de sacrifice. C'était le symbole d'une mère ou d'un père qui avait tout fait pour remplir une assiette. Un repas humble, devenu avec le temps un puissant souvenir de résilience, de tendresse et de survie. Avant de poursuivre avec d'autres recettes surprenantes, si ce voyage culinaire dans le passé t'a touché, fait sourire ou simplement mis l'eau à la bouche, n'oublie pas de nous soutenir en laissant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prochaines histoires pleines de saveurs, de souvenirs et de cœur. On continue. Pain grillé au lait. Quand quelqu'un tombait malade à la maison ou quand il n'y avait tout simplement plus rien d'autre dans les placards, la solution la plus réconfortante était souvent la même. Du lait chaud avec du pain grillé. Ce plat doux, presque liquide, servait non seulement à nourrir un corps affaibli, mais aussi à apaiser l'esprit. Le lait était chauffé avec précaution, sans jamais le laisser bouillir, tandis que le pain, presque toujours de la veille, était légèrement grillé jusqu'à obtenir un craquant discret à peine audible. Ensuite, les tranches étaient plongées dans le lait chaud, qui pouvait contenir une cuillère de sucre, un filet de mélasse ou de miel pour ceux qui préféraient une version sucrée, ou bien un peu de sel et de poivre pour une option salée. La texture obtenue était moelleuse, tiède, enveloppante. Elle réchauffait l'estomac avec une douceur difficile à décrire. Mais, au-delà de ses qualités nutritives, ce plat portait une profonde charge émotionnelle. Les mères et grands-mères le préparaient pendant qu'elles veillaient. Elles prenaient la température avec la main, appliquaient des linges humides sur le front, murmuraient des mots d'encouragement tout en remuant doucement le lait avec une cuillère en bois. C'était un acte d'amour pur. Faire beaucoup avec peu, offrir du soulagement sans grands moyens. Pour beaucoup, cette association de pain et de lait reste un souvenir d'enfance, de maladie et de tendresse. Dans le silence de la nuit, alors que tout le monde dormait, une mère restait près du lit de son enfant malade, tenant une tasse de ce plat simple, attendant le bon moment pour le lui offrir. Ainsi, ce qui semblait être un repas minimal se transformait en symbole de soin, de foyer et de protection. Une bouchée de lait et de pain qui disait, sans un mot, « Tout ira bien », bouillie de farine de maïs. Pendant des décennies, le maïs fut bien plus qu'une simple culture. Il fut un véritable sauveur. Son faible coût, sa facilité de stockage et sa polyvalence en cuisine en faisaient un pilier incontournable de l'alimentation de survie. Dans de nombreuses régions rurales des États-Unis, la bouillie de farine de maïs, appelée cornmeal mush, était le petit déjeuner le plus courant. Préparée à feu doux avec de l'eau bouillante, elle nécessitait des mouvements constants du bras qui remuaient le mélange jusqu'à obtenir une consistance crémeuse, épaisse, chaude et réconfortante. Le matin, elle était servie, bien chaude, souvent dans de grands bols fumants, avec un filet de lait, une cuillère de sucre ou, pour les jours spéciaux, une noisette de beurre et un filet de miel ou de sirop de canne. Une gourmandise humble, mais efficace. Mais sa valeur ne s'arrêtait pas là. Les restes, car on en préparait toujours trop, étaient versés dans un moule graissé, laissés à refroidir et à durcir, puis coupés en épaisses tranches pour être frits le lendemain dans de la graisse jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés et croustillants à l'extérieur avec un cœur tendre. 2 repas différents à partir d'une seule préparation, chacun avec son propre rituel. Le bruit du couteau raclant la pâte froide, l'odeur de la poêle quand la farine de maïs touchait la graisse chaude, autant de signes familiers que la cuisine reprenait vie. Pour beaucoup de familles, ces bouillies étaient bien plus qu'un simple petit déjeuner. Elles étaient une routine, une culture, une leçon quotidienne de patience. Remuer sans arrêt pendant une demi-heure devant la cuisinière devenait presque une forme de méditation. Une pause silencieuse et répétitive au cœur du tumulte de la vie. Dans le nord du pays, on la préférait salée, avec du fromage ou du beurre. Dans le sud, on la consommait sucrée, avec de la mélasse ou du lait évaporé.
Mais quelle que soit la région, elle signifiait toujours la même chose. Un nouveau jour qui commence avec quelque chose de chaud, de nourrissant et fait avec amour. Galettes de pommes de terre. Lorsque la viande disparaissait du menu familial, les pommes de terre devenaient sans conteste les héroïnes de la cuisine. Ces tubercules modestes, capables de pousser même dans des sols pauvres et des climats rudes, constituaient une base fiable pour de nombreuses recettes. Parmi les plus appréciées, les galettes de pommes de terre, préparées à partir de pommes de terre râpées à la main, avec ce qu'on avait sous la main, un œuf si une poule avait pondu, une poignée de farine pour donner de la tenue ou un peu d'oignon pour enrichir la saveur. Parfois, on ajoutait même un peu de persil séché s'il en restait au fond du placard. Le mélange était frit dans de la graisse chaude, patientant jusqu'à ce que chaque face soit bien dorée et croustillante, tout en gardant un intérieur moelleux, crémeux et réconfortant. Chaque galette était une petite œuvre d'art née de l'effort. Râper les pommes de terre à la main n'était pas chose facile. On finissait souvent avec les jointures des doigts abîmés, une trace visible du travail derrière chaque bouchée. Ces petites crêpes, servies avec de la compote de pommes les jours de chance ou simplement saupoudrées de sel et de poivre, remplissaient l'estomac et aussi l'âme. Et bien que chaque culture ait sa propre version, les latkes juifs, les Kartoffelpuffer allemands, les plaki polonais, toutes partageaient un même point de départ, la nécessité. Dans les cuisines de l'ingéniosité, là où la pénurie forçait à repenser chaque ingrédient, les galettes de pommes de terre brillaient comme un exemple éclatant de créativité, de résistance et de saveur obtenue avec presque rien. Elles n'étaient mais pas juste de la nourriture. Elles étaient culture, effort et la preuve vivante qu'avec peu, on pouvait créer quelque chose de spécial. Conserves au vinaigre avec pain et biscuits. Lors de nombreuses soirées froides et silencieuses, le dîner ne consistait pas en une grande marmite fumante. Parfois, c'était simplement du pain fait maison, quelques biscuits tout juste sortis du four et un trésor sauvé du fond du garde-manger, un bocal de conserve au vinaigre. Les pickles sucrés-salés, souvent appelés pickles de pain et de beurre, préparés avec des concombres du jardin, étaient des joyaux de l'été mis de côté pour les jours gris de l'hiver. Servis entre deux tranches de pain beurré, ils formaient un sandwich modeste, mais étonnamment savoureux et satisfaisant. Parfois, les pickles étaient le seul accompagnement d'un repas composé uniquement de biscuits chauds et d'un peu de graisse. La préparation de ces conserves n'était ni rapide ni simple. C'était un véritable événement familial qui commençait dès la récolte. Les enfants lavaient les concombres en s'amusant dans des bassines d'eau froide, pendant que les adultes les découpaient et mélangeaient vinaigre, sucre, graines de moutarde et épices en proportions connues uniquement de mémoire. Les bocaux étaient stérilisés dans de grandes marmites bouillantes et pendant ces journées chaudes d'été, les cuisines se remplissaient de vapeur, de rires et de travail en équipe. Le pop au moment de sceller un pot était plus qu'un son, c'était une victoire. Une promesse scellée qu'en hiver, il y aurait encore quelque chose de bon à mettre sur la table. Ce rituel annuel ne produisait pas seulement de la nourriture, il construisait des souvenirs. Les proportions exactes, les temps de macération, les ingrédients secrets, tout se transmettait de génération en génération comme des formules d'alchimie. Et dans bien des foyers, c'était exactement ça. Car une bonne fournée de conserve ne durait pas seulement des semaines. Elle entretenait le moral d'une famille quand il ne restait plus grand-chose d'autre à offrir. Dans chaque bouchée croquante, il y avait l'été, l'effort et l'espoir mis en bocal, pommes de terre et saucisses. Dans de nombreux foyers, ce plat est devenu le symbole non seulement des temps difficiles, mais aussi de l'ingéniosité, de l'amour et du souvenir. Il suffisait de quelques pommes de terre, dorées lentement jusqu'à devenir croustillantes, et de quelques saucisses, bon marché, faciles à conserver, souvent sans réfrigération. On y ajoutait souvent des rondelles d'oignons, qui caramélisaient dans la graisse libérée par les saucisses, créant un arôme irrésistible qui emplissait toute la maison. Les familles achetaient ces saucisses à la fin des courses, avec les quelques pièces restantes après avoir payé l'essentiel. Farine, riz, haricots, savon. Et pourtant, avec un ingrédient aussi modeste,
Elle réussissait à préparer un dîner que tout le monde attendait avec impatience. Pour les enfants, voir les tranches grésiller dans la poêle était aussi excitant qu'un cadeau. Sans le savoir, ils participaient à une recette née de la nécessité, mais façonnée avec amour. Ce plat se cuisinait dans une seule poêle, ce qui signifiait aussi moins d'eau à utiliser pour la vaisselle et moins de combustible à brûler. Dans les maisons sans réfrigération, les saucisses étaient conservées dans des bocaux remplis de vinaigre, d'huile ou de saumure, des techniques anciennes qui prolongeaient la durée de vie des aliments à une époque où la glace était un luxe. Encore aujourd'hui, beaucoup d'adultes demandent pommes de terre et saucisses pour leur anniversaire. Non pour son raffinement, mais pour le souvenir. Car ce plat simple porte en lui le parfum d'une enfance faite de privation, mais aussi de chaleur familiale. Parce que, parfois, ce qui nous nourrit vraiment, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, mais ce que cette assiette représente. Os de jambon et haricots. Un simple os de jambon, souvent récupéré pour quelques centimes au fond d'une boucherie, suffisait à donner du goût et de la vie à toute une marmite de haricots. Cet os, avec ses restes de viande et de graisse, mijotait pendant des heures, libérant lentement sa richesse dans le bouillon et transformant un ingrédient de base en un plat fumé, savoureux et profondément nourrissant. Cette recette était particulièrement répandue dans les communautés ouvrières, où les corps avaient besoin d'une énergie constante et économique. Les haricots, souvent achetés secs par sacs entiers, étaient mis à tremper le samedi soir. Le dimanche matin, pendant que la famille se rendait à la messe, la marmite cuisait doucement, et à leur retour, la maison était déjà remplie de son arôme réconfortant. Ce parfum ne se contentait pas de stimuler l'appétit. Il éveillait des souvenirs, soudait la famille, rappelait une continuité dans le temps. Du pain de maïs chaud et dense était souvent servi à côté, jouant un rôle essentiel, absorbait chaque goutte du délicieux bouillon. On préparait généralement plus que nécessaire car les haricots étaient encore meilleurs le lendemain. Dans de nombreux quartiers, le jour des haricots était une tradition tacite. Si les haricots d'une famille ne s'étaient pas assez attendris, on partageait ceux du voisin. Si quelqu'un n'avait pas d'os de jambon, on lui en prêtait un. Cuisiner des haricots n'était pas seulement un geste domestique, c'était un lien social qui tissait des quartiers entiers. Une façon de dire que si nous résistons ensemble, il y aura toujours quelque chose à partager. Ces plats modestes, nés de la nécessité, nous rappellent que la créativité, l'amour et le désir de partager ont toujours été les ingrédients les plus puissants dans n'importe quelle cuisine. Si cette vidéo t'a fait sourire, réfléchir ou simplement t'a donné faim, laisse-nous un like, abonne-toi pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci et partage-la avec quelqu'un qui apprécie la richesse cachée derrière chaque recette. Et dis-nous en commentaire, quelle de ces recettes aimerais-tu goûter ou connaissais-tu déjà ? On te lit.